Brent Rivera, you are most likely to copy my thumbnails. All of Brent Rivera's videos are staged because they're for kids. Oh! I just paid $4 a night for the hotel. What do you mean? Yeah, if we were normal guests. Whoa. Okay. Normal guests? You think you're elevated beyond an average human being? It's crazy to say that this is a hotel room. It's smaller than my closet at home. There's a new YouTube account that posted that video and the thumbnail was so good. You copied it exactly. Down to the fucking shirt color. On connaît tous des chaînes YouTube qui font du contenu poubelle. SemSem, Asterion, Neon et toutes les chaînes générées par IA. Normalement, la plupart de ces chaînes restent à leur place dans les égouts de YouTube. Pourtant, il y a une petite minorité de créateurs qui arrivent à monter un business rentable avec ce type de contenu. L'exemple le plus connu en France, c'est la chaîne Lama Fâché, qui est détestée par tout le monde et que personne ne regarde aujourd'hui, mais qui faisait autrefois des millions de vues à son prime dans les années 2010. Sauf que normalement, quand vous faites ce genre de contenu, vous n'êtes pas invité dans les bureaux de YouTube. Vous n'êtes pas non plus nommé créateur de l'année aux Streamy Awards et vous recevez pas un prix d'honneur de la part de YouTube. Le youtubeur dont je vais vous parler aujourd'hui a réussi à se faire adorer par YouTube avec ce genre de contenu. Il s'appelle Brent Rivera, il a 37 millions d'abonnés et il a carrément des placements de produits pour Disney alors que l'intégralité de sa chaîne est basée sur le plagiat. Mais au-delà de ses 37 millions d'abonnés, Brent Rivera a surtout construit un empire qui lui rapporte plus de 10 millions de dollars par mois. Et si personne ne l'arrête, il va rapidement doubler ce montant grâce à sa dernière trouvaille. Brent Rivera a toujours rêvé de devenir acteur. Et ça tombe bien, parce qu'il a grandi à Huntington Beach, en Californie. C'est très pratique pour passer des castings, car la ville est à 40 minutes de Los Angeles. Du coup, dès l'âge de 11 ans, Brent Rivera essaie de trouver des rôles pour des publicités et même des séries télé. Sauf que ça marche pas du tout. J'ai retourné tout internet et j'ai trouvé aucune image de Rivera nulle part. Il affirme qu'il a tourné une pub Samsung pour le Super Bowl, mais que manque de bol, il aurait été photoshopé au montage. Alors pourquoi pas, mais vous allez voir que le gars n'a absolument aucun scrupule, donc je pense que c'est juste du pur mytho. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Rivera a beaucoup d'ambition. À seulement 13 ans, il commence à poster ses premières vidéos YouTube. Ce sont des sketchs qui ressemblent au début de Cyprien, à l'époque où on appelait ça des podcasts. Et l'humour de Rivera, c'est vraiment pas fou. Et c'est normal vu son âge. Mais il faut reconnaître que le gars est vraiment déterminé. Il a l'air de vraiment prendre du plaisir à faire ses vidéos, et ça paraît logique vu que son rêve, c'est de devenir acteur. Sauf qu'à peine 6 mois après avoir commencé à poster du contenu, Rivera tombe déjà dans le plagiat. La 9e vidéo de sa chaîne, qui s'appelle 5 choses qui me rendent triste, est très fortement inspirée d'une vidéo d'Alex Wasabi qui est sortie 10 mois plus tôt, qui s'appelle Des choses qui me rendent triste. En effet, Rivera reprend 3 situations déjà mises en scène par Wasabi. Avoir envie de pisser alors qu'on vient de se coucher, se faire réveiller par un coup de téléphone au milieu de la nuit et se retrouver avec 2 entames de pain quand on veut se faire un sandwich. Alors ça nous arrive à tous d'avoir des idées qu'on croit originales alors qu'elles ont déjà été faites, mais ici en termes de probabilité, j'y crois moyen. Déjà parce que la vidéo de Wasabi a 14 millions de vues et surtout parce que Rivera prend exactement les mêmes punchlines mot pour mot. No, I'm skydiving. No, I'm skydiving. Et quand je regarde en détail dans les commentaires, j'ai l'impression qu'à l'époque, personne n'a remarqué ce plagiat. Sur 11 067 commentaires, il y en a que 11 qui mentionnent Alex Wasabi. Et la majorité ont été écrits plusieurs années après la sortie de la vidéo, suite à un bad buzz dont on va reparler. Bref, soit personne n'avait capté à l'époque, ou alors soit Rivera censure ses commentaires. Je vous ai dit qu'il était très ambitieux, et quand vous reprenez mot pour mot les blagues des autres créateurs, ça permet de créer un contenu bien plus rapidement. Du coup, à partir de 2013, il sort 2 vidéos par semaine sur YouTube, et en parallèle, il se lance sur Vine. Vine, c'est l'ancêtre de TikTok, une appli qui permettait de mettre en ligne des clips de 6 secondes maximum. À l'époque, c'était vraiment le feu, et ça a propulsé des gros créateurs comme Seb Lafrite, les frères Paul ou encore King Bach. Et il s'avère que Rivera va lui aussi devenir viral sur Vine. Au bout de 3 ans, il a 8 millions de followers. Et comme on change pas une équipe qui gagne, Rivera alimente son Vine en pompant absolument tout son contenu, à tel point que son nom devient un verbe dans le Urban Dictionary. Se faire Brent Rivera, ça veut dire se faire plagier son contenu. Bon là, vous allez me demander comment ça se fait que ce mec est toujours en liberté. Parce qu'à l'époque en France, on a Mad Podcast qui s'est fait arrêter sa carrière par le roi des rats. L'explication, c'est que Rivera est plus malin que Mad Podcast. En effet, il pompe des contenus qu'il trouve sur Tumblr et sur Twitter. Et c'est beaucoup moins évident de cramer le plagiat d'un post Tumblr qui a été transformé en vidéo YouTube que d'une vidéo YouTube qui a été pompée sur une autre vidéo YouTube. Mais il y a un problème. Vine a beau lancer des carrières, l'appli ne réussit pas à devenir rentable. Du coup, en 2016, Vine ferme ses portes et Rivera doit concentrer ses efforts sur YouTube. Et là, le frérot
héros il va totalement partir en couille. Il va faire de plus en plus de plagiat, et ça, on va y revenir, mais c'est pas son seul problème. Souvenez-vous qu'on parle d'un ado qui rêve de devenir une star, et qui est en train d'exploser sur YouTube en combinant une grosse force de travail et un gros manque de scrupules. Donc quand vous avez ce niveau d'ambition, il y a un cheat code que vous pouvez utiliser pour faire des vues à tout prix. Et ce cheat code, c'est votre sœur. Cette meuf, c'est Alexa Rivera, aussi appelée Lexi. Et comme vous l'aurez deviné, c'est la petite sœur de Brent Rivera. Pendant la période Vine, Lexi fait des apparitions sur les vidéos de son frère, mais ça reste occasionnel. Sauf qu'en 2017, Brent profite de la grande souplesse de sa sœur pour lui faire enregistrer des Extreme Yoga Challenge. À l'époque, les défis de yoga sont en train d'exploser sur Instagram et Rivera a raison de surfer sur la tendance puisque sa vidéo Yoga extrême avec ma sœur fait 6 millions de vues. Du coup, il réitère avec 2 autres vidéos de défis yoga et là, c'est le drame. Il emmène sa sœur dans un supermarché et si je peux vous montrer ces images bien cringe, c'est grâce à un gars qui la réupload parce que l'original a été supprimé de la chaîne. Alors si Brent l'avait tourné avec n'importe qui d'autre, ce serait déjà bien malaisant. Mais là, en plus de sa petite sœur, Lexi a seulement 16 ans au moment du tournage. Pourtant à l'époque, ça passe crème. Il faudra attendre 2023 pour que la vidéo fasse scandale, mais ça, on va y revenir. Vous allez me dire que sur YouTube, le contenu inapproprié fait vendre. Et vous avez raison. Par exemple, Nota Bene a sorti plus de 760 vidéos au moment où j'enregistre, mais la vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est le sexe au Moyen-Âge. Donc pour Rivera, le calcul est simple. Si les vidéos avec Lexi jambes écartées font des millions de vues, alors il faut utiliser l'intimité de sa sœur pour faire grossir sa chaîne. Ma meilleure amie a fait ça avec ma sœur. Ma petite sœur ouvre un stand à bisous. J'espionne ma petite sœur et son petit copain. On est d'accord que c'est bien clickbait, mais c'est aussi la source d'un gros malentendu sur la mentalité de Rivera. Beaucoup racontent que Rivera a une sorte de relation assez chelou avec sa sœur et qu'il la manipule pour faire des vues. Sauf que les vidéos qui font allusion à la vie intime de Lexi, elles s'inscrivent dans une stratégie plus globale. Et pour comprendre cette stratégie, il faut clarifier un truc. La cible de Brent Rivera, ce sont les pré-ados, entre 8 et 12 ans, et les ados, entre 13 et 19. Les éléments intimes que Rivera inclut dans ses vidéos sont en fait très légers, parce qu'en fait il va utiliser ça dans le contexte plus large des relations sentimentales. Et en termes de stats, ça marche vraiment bien. 5 trucs bizarres que font les garçons quand une fille leur plaît. 8 millions de vues. 6 erreurs que tu feras lors de ton premier baiser. 11 millions de vues, et non, vous ne rêvez pas, la meuf ressemble beaucoup à Lexi. 6 choses que les filles font et que les garçons adorent. 16 millions de vues. 5 signes qu'un garçon veut que tu l'embrasses. 27 millions de vues. Alors, au départ, j'ai d'abord pensé que le succès de ces vidéos venait des garçons prépubères qui étaient intrigués par la jante féminine. Mais ça, c'était avant que je tombe sur cette vidéo où Brent rencontre ses fans. Alors attention, c'est un placement de produit pour Coca, donc les soi-disant fans ont été sélectionnés parmi des milliers. Bizarrement, il n'y a pas une seule fille en surpoids. Mais ça vous montre bien l'image que Rivera essaye de forger. Un jeune BG idolâtré par des adolescentes qui kiffent son physique. Et ça explique pourquoi au milieu des vidéos de cuisine et des chansons, il y a des dizaines de vidéos qui parlent d'intrigues amoureuses sur sa chaîne. Parce que sa stratégie, c'est de proposer une sorte de version YouTube d'un sitcom. Et c'est vraiment pas con du tout. Parce que les collégiennes sont de grandes consommatrices d'intrigues romantiques. Donc quand Rivera se met en scène en train d'espionner sa sœur, ce n'est pas parce qu'il entretient une espèce de relation bizarre ou malsaine avec sa sœur, c'est parce qu'il joue le personnage du grand frère très protecteur qu'on trouve dans les sitcoms. Alors certes, c'est ultra caricatural, mais c'est parce que ça vise un public jeune, qui a souvent besoin de caricatures pour rentrer facilement dans les histoires. Il y a bien des gros problèmes de contenu inapproprié sur la chaîne de Brent Rivera, et on va y revenir bientôt. Mais d'abord, il faut qu'on parle du système qu'il a mis en place pour fabriquer des fausses histoires d'amour. Un système qui lui permet de rentrer des millions de dollars tous les mois. Pour organiser des romances, il faut tout un casting de youtubeurs qui participent aux vidéos. Vous pouvez alors vous reposer sur des feats, mais ça vous rend dépendant des disponibilités des autres youtubeurs. Ce serait vraiment une galère d'organisation. Le plus simple, c'est d'embaucher des créateurs débutants pour leur donner un rôle récurrent. C'est pour ça que dès 2017, Rivera a créé sa propre agence de talent, AMP Studio. Mais AMP Studio, c'est pas juste une agence qui négocie des sponsors, c'est carrément un incubateur de créateurs. Aujourd'hui, ça peut paraître assez lambda parce que MrBeast a aussi son incubateur de talent. Mais en 2017, MrBeast venait tout juste de percer avec la vidéo « Je donne 10 000 $ à ce sans-abri choisi au hasard ». En gros, AMP Studio permet de recruter des créateurs qui apparaissent dans les vidéos de Rivera. C'est le premier niveau de monétisation, puisque ça contribue aux vues de sa chaîne. Mais en parallèle, ces créateurs créent leur propre chaîne qui rapporte aussi de l'argent à Rivera. Et aujourd'hui, certains de ces créateurs sont devenus énormes. Comme Ben Aslar, qui a 35 millions d'abonnés YouTube et qui tape parfois du 80 millions de vues par vidéo.
Et comme vous en doutez, Rivera prend très probablement une bonne grosse commission sur les revenus des chaînes de ses talents. AMP Studio n'est pas coté en bourse, donc leur chiffre d'affaires est privé. Par contre, ils disent qu'ils ont 3 milliards de vues mensuelles. Alors, la majeure partie de ces vues viennent de shorts et de TikTok, donc on est sur du RPM très bas, autour de 6 centimes de dollars. Mais même si 100% de ces vues étaient des shorts, ça ferait quand même 180 000 $ générés chaque mois par l'équipe de Rivera. Et à ça, il faut ajouter bien sûr les revenus principaux, les placements de produits pour des marques comme Netflix, Disney, Warner Bros, Prada ou encore Nike. Alors je peux pas vous dire de montant exact, mais on sait que sur YouTube, Rivera prend minimum 120 000 $ par placement sponsorisé dans une vidéo. Bref, c'est du génie capitaliste. Rivera attire les talents avec sa notoriété, puis il les fait travailler pour lui. En 2020, il surfe sur la hype des content house pour lancer une chaîne collective, AMP World, qui réunit tous les membres de son crew. Sauf que contrairement aux vrais content house, les membres de AMP World n'habitent pas tous sous le même toit. L'explication officielle, c'est que Rivera trouve les content house toxiques. Je ne suis pas un grand fan des content house. Je pense que c'est juste pas viable sur le long terme. Ça peut devenir très compliqué. Il suffit d'un seul drame, puis quelqu'un déménage, et ensuite tout le monde prend parti, et ça devient très vite le chaos. Alors c'est une bonne analyse, mais il y a un autre truc que Rivera ne dit pas dans son interview chez Business Insiders. Une content house, ça coûte très cher. En effet, c'est souvent des villas sur les hauteurs de Los Angeles qui peuvent facilement atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars. Et Brent Rivera étant un gars très narcissique, pour lui, il est hors de question de s'abaisser à vivre sous le même toit que ses employés. D'ailleurs, ils n'ont même pas le statut d'employé. Les talents qui sont signés chez AMP Studio ont une période d'essai de 6 mois avant de signer leur contrat. Et ce contrat stipule que ce sont des travailleurs indépendants. AMP Studio ne fournit aucune assurance santé, ce qui est très dur dans un pays comme les US où les mutuelles coûtent en moyenne 7 452 $ par an. Et il n'y a pas que les dépenses de santé qui sont à la charge des talents. Ils doivent aussi se débrouiller pour trouver un logement. Et vu que la Californie connaît une méga montée des prix depuis 50 ans, on se retrouve avec 2 membres de l'équipe, Caleb et Mason, qui dorment dans leur voiture alors qu'ils bossent pour un mec qui pèse des dizaines de millions de dollars. Vous commencez à comprendre que le youtubeur préféré des collégiennes, le vendre idéal qui fait du contenu family friendly, est en réalité un sacré opportuniste. Et ça nous ramène au problème du contenu inapproprié. En parallèle de son sitcom pour collégiennes, Rivera continue à faire des vidéos pour les 8-10 ans. Je démasque 5 des enfants de 8 ans les plus maléfiques du monde. Je démasque les babysitters les plus méchantes du monde. Je construis un parc à trampoline secret sous la chambre de ma sœur. Mais en même temps, Brent Rivera s'est enfermé dans son arc narratif de fausses relations amoureuses, qui est devenu l'arc de Brent Rivera n'arrive pas à trouver l'amour. Du coup, il sort des vidéos vraiment bizarres, comme J'ai fait 100 rencarts en 24 heures, qui est bourré d'allusions inappropriées. Enfin, si on peut encore appeler ça des allusions. Une fille en mini-jupe qui se présente comme une latina épicée. Une autre qui se présente comme très flexible. Des tas de meufs qui font le grand écart et une naine qui twerk. On a aussi Brent qui a un double rencard avec 2 sœurs jumelles, des baisers en gros plan et de la consommation d'alcool. Bref, c'est pas du tout du contenu pour enfants. Si Brent se tire une balle dans le pied avec ce genre de contenu, c'est à cause de son obsession pour le plagiat. Parce que 2 ans avant la vidéo de Rivera avec la naine qui twerk, le youtubeur Erac a sorti une vidéo sur le même concept. Et ça a fait 21 millions de vues. Le 9 février 2022, Erac publie une vidéo intitulée « Sans rendez-vous en 24 heures ». Mais attention, ça n'a rien à voir avec la naine qui twerk, parce que cette vidéo, c'est la petite sœur d'Erac qui date 100 mecs différents. Du coup, 6 mois plus tard, Rivera sort une vidéo intitulée « Petite sœur va à 100 rendez-vous en 24 heures ». Toujours en 2022, Erac sort une autre vidéo intitulée « Sans rendez-vous en 24 heures ». Mais ça n'a toujours rien à voir avec la naine qui twerk, puisque ce n'est pas Erac qui participe au rencard, c'est un de ses potes. Et donc logiquement, 1 an après la vidéo où le pote d'Erac fait 100 rendez-vous, Brent Rivera sort « Mon meilleur pote va à 100 rendez-vous en 24 heures ». Et ça, je pourrais continuer encore longtemps, puisque Rivera a décliné le concept sur les chaînes des talents qu'il a signé chez AMP Studio, comme Jeremy Hutchins, ou encore sa sœur Lexi, mais à ce stade, vous avez capté l'idée. En fait, il a toujours eu un problème de plagiat sur YouTube, mais avant, c'était un phénomène minoritaire. YouTube était une plateforme de passionnés, et les youtubeurs se donnaient à fond pour rester créatifs. Le problème, c'est que YouTube est devenu victime de son succès. C'est maintenant la plus grosse plateforme de vidéos au monde, et on est passé de la génération PewDiePie, dont la réussite est un heureux accident, à la génération MrBeast qui passe chaque seconde de sa vie à optimiser son nombre de vues. Et du coup, les plus opportunistes recopient ce qui marche, sans s'embêter à tenter de nouvelles choses. Et a priori, Brent Rivera a raison de faire ça, parce qu'à chaque fois qu'il pompe un concept de Erac, le plagiat fait plus de vues que l'original. Sauf que reprendre le concept d'un autre youtubeur, d'un point de vue légal, ce n'est pas du plagiat. En tout cas, c'est ce que disent les lois sur la propriété intellectuelle, aussi bien en France qu'aux States. Alors je vais vous résumer la loi très simplement en une phrase, on ne peut pas protéger une idée. Et d'un côté,
L'idée c'est logique, imaginez que vous êtes un dessinateur et que vous avez envie de créer une BD dont le héros est une souris. Et si on pouvait protéger les idées, ce serait impossible pour vous, à cause de Disney qui possède déjà les droits de Mickey Mouse. En réalité, ce qui est protégé, c'est l'exécution de l'idée. Mickey Mouse, c'est pas juste une souris anthropomorphe, c'est un design très précis avec une culotte courte, des gants blancs et des grosses chaussures jaunes. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnages de souris anthropomorphes parfaitement légales, comme Brisby, Danger Mouse ou Bernard et Bianca. Donc, reprendre le concept d'une vidéo YouTube pour le refaire à votre sauce, ce n'est pas du plagiat, même si ça implique que votre vidéo ait le même titre que la vidéo qui vous a inspiré. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez pompé le concept, vous vous dites au point où on en est, autant pomper aussi la miniature. Et là par contre, on est clairement dans le plagiat d'une exécution. Rivera dans un capsule hôtel ambiance néon, plagiat. Rivera qui pose devant un tunnel en carton avec une tronçonneuse, plagiat. Rivera qui teste encore plus de capsules hôtel, plagiat. Mais comme il s'est fait cramer, il a changé la couleur de son t-shirt. Et quand Rivera pompe, c'est jusqu'au moindre détail. Regardez ça. Pour son lit aquarium, le mec a repris exactement le même lit à 2 étages, avec les mêmes étagères sur le côté. À ce stade, la frontière entre plagiat et inspiration est vraiment floue, car Rivera change quand même quelques petits détails vite faits par principe. Mais à partir de combien exactement de détails ce n'est plus considéré comme du plagiat? Ça dépend de chaque cas et seul un juge peut en décider. Pourtant, c'est parfaitement possible de reprendre le concept du lit aquarium et de créer une miniature différente. Le problème, c'est que Rivera n'est pas le seul à copier les miniatures des autres. YouTube en est carrément arrivé au stade où même les créateurs qui dénoncent les plagiats de Rivera se copient entre eux. Il est clair que Rivera n'a aucun scrupule, mais il n'a aucune raison de se priver, puisque la nouvelle méthode YouTube, c'est d'imiter les miniatures de MrBeast. Et si tout le monde le fait, ça devient acceptable. C'est la différence entre la légalité et les usages. Par exemple, en France, c'est interdit de cracher par terre. Pourtant, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va se prendre une amende pour ça? Par contre, malgré cette culture de l'imitation, il reste un dernier tabou sur YouTube. Ce tabou, c'est le fait de plagier les scripts. Sauf qu'on parle quand même d'un mec qui ment sur ses miniatures parce que son audience est composée uniquement de préados. Donc évidemment qu'il pratique également le vol de script. Mais pendant que son audience ne capte rien, les autres créateurs, eux, ils savent. En octobre 2022, Josh Levins devient viral avec son short « Je me comporte comme un critique gastronomique dans un restaurant étoilé au Michelin ». 26 millions de vues sur TikTok et 31 millions de vues sur YouTube. Mais à peine 2 semaines plus tard, Rivera lui vole son script et fait 45 millions de vues avec le plagiat. Le pire, c'est que les fans de Rivera qui ont vu les 2 versions accusent Slevin d'être le copieur. Pour se défendre, Slevin publie une comparaison scène par scène des 2 vidéos. Sur YouTube, ça fait seulement 275 000 vues, mais sur TikTok, ça fait 1,4 million de vues. C'est pas suffisant pour retourner l'audience de Rivera, mais ça va renforcer la haine que les autres créateurs éprouvent pour lui. Et c'est là que Rivera va commettre une erreur. Cette magnifique résidence, c'est l'hôtel le plus hanté des États-Unis, le Stanley Hotel. Stephen King y a passé une seule nuit, mais il a tellement flippé que ça l'a inspiré pour écrire The Shining. En réalité, Stephen King, il n'y a jamais vu de fantôme, il a juste fait un cauchemar. Mais bon, avoir inspiré The Shining, ça fait partie du marketing de l'hôtel. Ça fait donc un excellent terrain pour les youtubeurs défis comme Brent Rivera. En début 2023, Rivera, il tourne une vidéo au Stanley Hotel. Et pas de bol, son équipe loge au même étage que le youtubeur Tyler Oliveira. On est 3 mois après le vol du script sur le restaurant Michelin et Tyler flaire le bon plan. Avoir une confrontation avec un plagieur à 30 millions d'abonnés, ça peut faire une vidéo bien virale. Il croise Rivera dans l'hôtel et il le vanne sur ses pranks bidons. Et en retour, Rivera vanne Tyler parce que ce dernier filme avec un iPhone. Do you fake your videos? No. Do you fake your videos? No. Alors c'est déjà pas un super move de la part de Rivera, c'est un peu du mépris de classe. Mais ça va, c'est pas vraiment méchant non plus. Même Tyler en rigole, ça aurait pu en rester là. Sauf qu'ils vont se recroiser un peu plus tard. Tyler accentue la pression et Rivera commence à vraiment péter un câble. Il rabaisse Tyler sur son nombre d'abonnés et appelle la sécurité pour se débarrasser de lui. Mais le pire, c'est leur 3e rencontre. En retournant dans sa chambre, Tyler s'aperçoit que Rivera le filme en scred. Du coup, Tyler retourne les voir et là, Rivera lui annonce qu'il va le faire virer de l'hôtel. Alors clairement, c'est Tyler qui a commencé l'embrouille. Le problème, c'est qu'à l'époque de ce clash, il n'a que 3 millions d'abonnés, ce qui est beaucoup moins que Rivera. La règle d'or sur YouTube dans ce genre de clash, c'est de ne jamais attaquer un youtubeur qui a moins d'abonnés que vous. Même si vous avez une bonne raison, ça fait de vous le fort qui écrase le faible. Le public déteste ça et c'est vous qui passerez pour le méchant. En plus, la nuit au Stanley Hotel coûte 375 balles. Donc Rivera, c'est le vilain millionnaire qui fait perdre de l'argent à un youtubeur moins riche que lui.
Le truc, c'est que Tyler Oliveira, c'est pas un ange non plus. Déjà, il est spécialisé dans le dark tourisme. Il a notamment déjà eu des scandales pour avoir filmé une overdose sans l'autorisation de la victime. Mais surtout, Tyler est également un copieur de miniatures. Et même si l'attitude de Rivera pendant l'embrouille est loin d'être irréprochable, Tyler manipule le montage de sa vidéo pour rajouter du drama. Regardez cette scène. I literally walked out of my hotel room and nearly had a heart attack. Why did you walk up to us, like, enter our space? I just paid $400 a night for the hotel. What do you mean? Yeah, but if we were normal guests, that would Whoa. Okay. Normal guests? You think you're elevated beyond an average human being? Tyler fait exprès de couper Eva pour changer le sens de ses propos. Ce que dit Eva, c'est que Tyler les filme uniquement parce que ce sont des gros youtubeurs et que provoquer un drama est bon pour sa chaîne. Mais si on n'a pas ce recul, la vidéo de Tyler donne l'impression qu'Eva prétend être une personne supérieure à la normale. Alors, ça m'étonnerait pas du tout qu'elle soit ultra narcissique, mais c'est juste que ce n'est pas le sens de ses paroles au moment de l'embrouille. La vidéo de Tyler fait 3 millions de vues et le clash est commenté par les chaînes drama, notamment une chaîne à 160 000 abonnés qui s'appelle Dumpy. La vidéo de Dumpy, Brent Rivera est officiellement cancel, fait presque 2 millions de vues et Dumpy prend 120 000 abonnés d'une traite. Du coup, il multiplie les vidéos à charge sur Brent Rivera pour essorer la moindre vue disponible. Face à ça, Rivera pète un câble et lance une vague de copy claim abusif sur Dumpy. Et c'est là qu'on rentre dans la phase la plus sombre de cette histoire. Les vidéos de Dumpy sont clairement du fair use et les claims de Rivera sont effectivement rejetés par YouTube. Le fair use, c'est quand vous prenez le contenu de quelqu'un d'autre pour le critiquer, le parodier, l'analyser ou informer. En ajoutant suffisamment de valeur ajoutée, ce ne sera pas considéré par la justice comme du plagiat. Par exemple, quand Seb Lafrite prend des vidéos de Nirvana dans sa vidéo sur Kurt Cobain, il n'est pas en train de voler ou de plagier le groupe, car sa vidéo est un documentaire original qu'il réalise lui-même. Bref, en général, quand vous abusez du système de copyright de YouTube, par exemple en balançant des centaines de demandes de strike pour plagiat injustifié, YouTube peut supprimer votre chaîne. Donc à ce moment-là, tous les créateurs qui détestent Rivera attendent avec impatience sa chute. On YouTube, there's an unwritten rule that when violated, it ruins your image forever. It causes irreparable damage to your reputation, and there's really not much you can ever do to get back in the good graces of the platform. That is abusing the copyright takedown system. Penguin Zero fait 4 millions de vues en commentant les claims abusifs et sa prédiction est reprise par la chaîne internet Internet Anarchiste dans une vidéo qui fait 9 millions de vues. Mais si la chaîne de Rivera aurait sauté, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le mec a 37 millions d'abonnés et rien qu'en 2024, sa chaîne a fait 2,4 milliards de vues. Et même si le chiffre est gonflé par sa production de shorts, il arrive à sortir des vidéos longues qui tapent les 60 millions de vues. La triste réalité, c'est que Rivera semble impossible à cancel. Le pire, c'est qu'en plus des millions qu'il brasse avec sa chaîne et son agence de talent, Rivera a trouvé un nouveau moyen de gagner de l'argent. L'idée n'est pas originale, puisque Rivera s'est inspiré de la marque de sucreries de MrBeast, Feastable. Dans une interview pour Forbes, Rivera révèle qu'il va lancer une marque de chips asiatiques avec des goûts adaptés au marché américain. Rivera a 10 fois moins d'abonnés que Beast, mais vu que la première année Feastable a rapporté 100 millions de dollars, Rivera fera facilement 10 millions avec ses chips. Du contenu poubelle, de la nourriture poubelle et YouTube qui traite Rivera comme un VIP. Ça a de quoi décourager les vrais créateurs de contenu. L'impunité de Rivera, elle vient de 3 facteurs. Premièrement, même si Rivera fait doubler ses vidéos dans plusieurs langues, son public de base est américain. Il y a 5 fois plus de monde aux US qu'en France. Donc le nombre de viewers potentiels est beaucoup plus vaste, même pour ce genre de contenu. Ensuite, malgré le cadre légal sur la propriété intellectuelle, TikTok a banalisé le plagiat, et si c'est banal, ça devient acceptable. Mais l'explication principale, c'est la bulle algorithmique. Quand une vidéo drama comme celle de Penguin Zero fait 4 millions de vues, ça nous paraît énorme. Mais en réalité, sur les 253 millions d'Américains qui utilisent YouTube, ça fait 249 millions de personnes qui n'ont pas regardé la vidéo. Le public de Brent Rivera ne regarde ni Penguin Zero, ni Tyler Oliveira, et l'algo YouTube ne va pas leur proposer leurs vidéos. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. J'ai passé une semaine à faire des recherches sur Brent Rivera, mais sur ma page d'accueil, l'algo ne m'a jamais proposé une de ses vidéos. Parce que l'algo a compris que j'étais intéressé par les vidéos drama de Brent Rivera, et non par les vidéos de Brent Rivera lui-même. Ce gars, c'est la preuve que le monde est injuste et que parfois ce sont les méchants qui gagnent. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Les créateurs que Rivera copie, ils sont devenus virals grâce à leurs idées originales. Quand Ellie Marie explore les endroits les plus effrayants de Google Maps, elle fait 2 millions de vues alors qu'elle a seulement 400 000 abonnés. Quand Living Bobby teste le capsule Hôtel Néon, il fait 11 millions de vues alors qu'il n'a que 2 millions d'abonnés.
Et quand No One Ideas crée un lit aquarium en partant de rien, il fait 13 millions de vues alors que sa chaîne n'a également que 2 millions d'abonnés. Et ça, c'est la magie de YouTube. Même si un mec comme Rivera copie-colle toutes ses vidéos, l'algo continue de récompenser la créativité et le bon contenu. Et ça veut dire qu'il y aura toujours de la place pour des nouvelles idées sur la plateforme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un like et je vous dis à très bientôt.